Bienvenue au podcast Invest Imo, épisode numéro 2. Vous écoutez le podcast Invest Imo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour à tous, je suis Bruno, votre serviteur pour ce podcast dédié à l'IMO. Merci d'être à l'écoute pour ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour les premiers commentaires. C'est très positif et j'espère continuer à vous donner de l'information de qualité. Je sais que beaucoup de personnes envisagent d'investir dans l'immobilier, donc il y a sûrement des gens dans votre entourage qui ont cette envie. Dans ce cas-là, ne gardez pas l'information pour vous et partagez ce podcast avec eux. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode, nous allons rencontrer Arnaud, un jeune investisseur qui habite à Paris, mais qui a investi hors de la région Île-de-France. Nous allons discuter de son premier investissement, un investissement en défiscalisation, et son avis sur son type de produit. Arnaud va ensuite nous parler de l'aspect trésorerie, ou aussi appelé cash flow, qui, selon lui, doit être positive. Nous échangerons ensuite sur son deuxième projet, un immeuble de rapport dans la région lilloise, et comment il a utilisé un chasseur immobilier pour réaliser cet investissement. Puis nous verrons comment Arnaud gère de façon originale la gestion de son immeuble, en employant notamment quelqu'un en direct. Et enfin, rapidement, nous aborderons le statut de la SCI à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Voilà, comme toujours, vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sur le lien internet www.investimoclub.com/épisode 2. Allez, sans plus tarder, nous accueillons notre invité. Salut Arnaud, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Salut Bruno. Donc, écoute, merci de vouloir partager ton expérience avec l'audience. Donc, pour commencer, comme avec tous les invités, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton histoire et puis comment tu en es venu à l'immobilier ? Avec plaisir. Alors, comment est-ce que j'en suis venu à l'immobilier ? C'est de façon assez simple. Tout d'abord, pour me présenter un petit peu, donc Arnaud, j'ai 29 ans, je suis fonctionnaire. Alors, pour en venir à l'immobilier, tout simplement, je souhaitais me créer un patrimoine, un peu comme tout le monde, comme en tout cas la grande majorité des gens. Donc, j'ai commencé par réfléchir à ma résidence principale, etc. J'ai vu qu'on pouvait faire également de l'investissement locatif, j'ai un peu creusé ça. Puis j'ai compris finalement que l'immobilier, c'était une façon vraiment de se créer un patrimoine important au sens où c'est l'un des seuls domaines où on peut emprunter des sommes relativement importantes pour pouvoir investir des montants assez conséquents. Donc j'ai compris que ça se faisait avec l'investissement locatif. Donc c'est comme ça que je me suis documenté et puis après j'ai franchi le pas avec un premier appartement. D'accord, et juste pour nos auditeurs, tu es situé dans une grande ville ou en France ou... Oui, pardon. J'habite à Paris et effectivement t'as raison, c'est pas neutre puisque à Paris les prix sont extrêmement élevés, en tout cas par rapport aux autres villes de France, et comparativement les loyers ne sont pas si élevés que ça, donc finalement c'est pas forcément intéressant d'acheter, que ce soit pour sa résidence principale ou pour un investissement locatif. Donc c'est effectivement important. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle est ta première opération immobilière, si c'est quelque chose en direct ou quelle est ta première opération immobilière ? Alors, la première que j'ai faite, c'est en défiscalisation. Ok. Alors, c'est peut-être un peu particulier, c'est pas forcément ce que je reproduirai par la suite, tout simplement parce qu'une fois qu'on a défiscalisé une fois, il n'y a plus rien à défiscaliser, donc disons que c'est pas comme ça qu'on investit dans l'immobilier, mais bon, pour une première opération, ça peut tout à fait marcher. Donc, j'ai commencé par une opération... Donc, tu as fait de la défiscalisation parce que tu considérais que tu avais beaucoup d'impôts, que tu payais beaucoup d'impôts ? Exactement. D'accord. C'est ça, c'est-à-dire que n'étant pas marié ou pacsé, j'avais pas mal d'impôts, donc c'était l'occasion d'investir. En fait, il me semble que l'intérêt de la défiscalisation, ça peut être de faire une première opération immobilière dans le neuf, donc dans un cadre relativement simplifié. C'est-à-dire que j'ai investi donc dans un appartement, un grand T2. Alors j'ai pris un mode de défiscalisation qui est un petit peu particulier, c'est pas le Pinel qui est le plus classique. Ok. J'ai pris le Girardin en Outre-mer, donc j'ai acheté un appartement qui est situé à Cayenne, en Guyane. Alors pourquoi le Girardin, pas le Pinel ? C'est que la réduction d'impôt est beaucoup plus importante. Voilà, mais après, entre guillemets, l'inconvénient, c'est qu'on investit en Outre-mer, donc il faut faire davantage attention, parce que quand c'est à 10 000 km, il y a peut-être davantage de gens qui peuvent essayer de vous vendre des
des biens à des prix parfois un peu surévalués. Mais bon, en tout cas, si on fait attention, ça peut être vraiment une opportunité. Ok, et donc Girardin, c'est vraiment pour des produits exclusivement en Outre-mer, dans les dom-toms, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ok. Et du coup, c'est un bien neuf que tu as acheté? C'est ça, oui. La défiscalisation, c'est en général dans le neuf ou alors sur des travaux, quand on fait des travaux d'une certaine ampleur, mais je ne souhaitais pas m'y lancer puisque justement c'était mon premier investissement. Donc oui, c'est dans le neuf. Donc c'est ce que je disais, ça permet dans une certaine mesure de faire une première opération tout en ayant certains aspects qui sont simplifiés, parce que quand vous êtes dans du neuf, oui. Bon, vous êtes avec un promoteur, si c'est un promoteur, si c'est un grand nom, enfin quelqu'un de connu. Tout à fait. Normalement, il y a pas trop de soucis. Ensuite, quand c'est du neuf, au moins pendant les premières années, vous n'avez pas de problème d'entretien, de fuite, de panne, etc. Donc ça simplifie quand même un certain nombre d'aspects. Donc je pense que dans certains cas, pour un premier investissement, ça peut éventuellement se défendre. Ok, d'accord. Et du coup, comment t'as fait pour choisir ce bien-là parmi, j'imagine, les différents programmes de neuf qu'il y avait. Je sais pas si c'était dans cette localité que t'as regardé spécifiquement ou tu regardais vraiment de façon large sur les dom-toms. Et puis, comment t'en es venu à choisir ce bien-là en particulier? Quels étaient tes critères? C'est quelque chose que je connais pas du tout, alors ça m'intéresse. Oui, alors d'un côté, il y a un petit peu la démarche chronologique, et puis de l'autre, il y a les critères. Sur la démarche chronologique, c'est tout simplement, quand vous investissez en défiscalisation, il y a toujours un intermédiaire qui le commercialise. Ça peut être un conseiller en gestion de patrimoine, souvent. Ok. Donc c'est lui qui propose un bien qui est censé être entre guillemets d'une taille et d'un prix qui permet une réduction d'impôt adaptée à ses revenus. Ce fut ton cas via un conseiller en gestion de patrimoine? Ce fut mon cas, voilà. Ok. En fait, j'en ai trouvé plein, c'est-à-dire dès que vous tapez défiscalisation, immobilier, vous avez tout un tas de gens qui vous rappellent. Donc là-dedans, il y a quand même à boire et à manger. Ok, ouais. J'en ai trouvé plein, enfin plusieurs. C'était vraiment la catastrophe. Enfin, ils proposaient, ils répondaient absolument pas à mes questions. Ils voulaient me fourguer comment ça s'appelle, des EHPAD, des résidences médicalisées pour personnes âgées, fait quelque chose avec une rentabilité très très basse, voilà. D'accord. Et puis il y en avait un qui était très bien, efficace, voilà, clair, et qui m'a proposé ce bien-là, qui en l'occurrence s'est avéré très bien. Donc ça c'est un peu sur la démarche. Ok, d'accord. De façon chronologique. Après il y a la question des critères. Bon. Le danger, je pense, quand on investit en défisc, c'est entre guillemets de se faire pigeonner, ouais. C'est-à-dire d'acheter trop cher. Ok, ouais. C'est-à-dire que vu qu'il y a une réduction d'impôt, je pense qu'il y a pas mal de gens qui achètent comme ça sans trop réfléchir, qui voient surtout la réduction d'impôt. D'accord. Et qui du coup... Sans creuser les chiffres derrière les fondements d'un investissement locatif. Exactement. Du coup, ils peuvent acheter à 30% au-dessus du prix du marché, voilà. Ouais, tout à fait. Déjà que le neuf, à la base, c'est plus cher que l'ancien dans n'importe quel marché. Oui. Alors, c'est quand tu dis plus cher que le prix du marché, c'est-à-dire plus cher que le prix du marché du neuf. C'est ça, oui. En plus, ok, ouais. C'est-à-dire que le neuf soit plus cher que l'ancien, c'est normal, puisque d'un autre côté, après on économise sur les frais d'entretien, etc. On peut également louer un petit peu plus cher, puisque c'est des appartements un peu mieux fichus, un peu plus économes. Donc c'est normal qu'il y ait une petite différence. Mais ce qu'on voit, c'est que parfois en défisc, vous avez des différences entre le neuf en défisc et le neuf normal. Ouais, ok. Et là, c'est pas normal. D'accord. Ok, c'est vraiment intéressant comme expérience. Donc tu disais, c'est comme ça que tu as commencé ton premier investissement. Oui. Néanmoins, tu dis, ouais, vas-y, je t'écoute. Juste pour terminer sur les critères, donc parmi tout ce qu'on m'a proposé, bon, le point principal, c'est bien sûr la rentabilité qui de base doit être bonne, autour de 6%, et la réduction d'impôt doit venir en plus. En brut, tu parles en rentabilité brute. Plutôt, oui, en brut, ouais. Ok, d'accord. Autrement dit, loyer hors charge sur prix d'achat, hors frais de notaire et frais annexes, pour être tout à fait précis. D'accord. Ok. Et donc, déjà, c'est le premier point. Et puis ensuite, effectivement, il faut regarder le prix par rapport au prix du neuf et pourquoi pas également par rapport au prix de l'ancien qu'on trouve. Donc là, faire une petite recherche sur le Bon Coin pour se faire une idée du prix. Ouais, tout à fait, ok. Et alors, la dernière chose, c'est pourquoi Cayenne. En fait, ce qu'on voit, c'est que sur le Girardin, il y en a eu énormément en Martinique, en Guadeloupe, également à La Réunion, parce que ce sont des destinations qui font un peu rêver, il y a du soleil, etc. Ouais, bien sûr. Et inversement, Cayenne, très peu. En l'occurrence, c'était, je crois, la première fois que Bouygues se lançait à Cayenne. D'accord. C'est peut-être pour ça également que c'était pas moins cher. Et en tout cas, c'est vrai que j'avais comparé bien sûr par rapport aux autres dom-tom, et c'est vrai que dans les autres, on voit très souvent des prix surévalués. Ok, d'accord. Ok, c'est intéressant comme manière d'investir pour débuter. Donc
tu disais que néanmoins, si c'était à refaire, peut-être que tu le referais pas, ou tu le ferais autrement. Alors, si c'était à refaire avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, si, je pense que je referais la même chose. D'accord. Par contre, je pense que il se trouve que j'ai choisi un bien qui était tout à fait adéquat, pas trop cher, etc. Mais je pense qu'il y a eu aussi une petite part de chance forcément quand on débute. Donc je pense que si je recommençais avec les connaissances que j'avais il y a 3 ans, peut-être que je commencerais tout simplement par un parking, fait quelque chose de vraiment tout petit pour pas aller mettre plusieurs centaines de milliers d'euros directement dans un premier bien. Ok, d'accord. Ok. Donc bon, ce fut ta première étape. Donc j'imagine que ça veut dire qu'il y a aussi une seconde étape que tu as franchie par la suite. Oui, effectivement. Donc après, j'ai acheté un immeuble de rapport de Saint-Cloud qui est situé dans le nord. Alors pourquoi cet investissement qui n'a effectivement rien à voir, puisqu'on n'est plus dans le neuf, on est dans l'ancien, on n'est plus dans un appartement, on est dans un immeuble, on n'est plus en outre-mer, on est en métropole. Ouais. Donc ce que j'ai compris après avoir pas mal creusé la question, c'est que l'important en immobilier, c'est avant tout la rentabilité. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui permet de reconstituer la trésorerie, d'avoir ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire chaque mois d'encaisser davantage que ce qu'on décaisse pour toutes les charges, le remboursement du prêt, etc. Et c'est ça qui permet d'une part de reconstituer la trésorerie pour pouvoir avoir un apport pour un prochain achat, et puis d'autre part de limiter le taux d'endettement et de faire en sorte que la banque suive. Donc j'ai compris. Ouais, ça c'est super intéressant comme ce que tu viens de mentionner comme notion, le cash flow positif. C'est vrai que c'est peut-être que beaucoup de personnes tablent lors d'un investissement sur le potentiel de plus-value sur le bien en espérant justement gagner de l'argent à la revente, mais en ne considérant pas comment gagner un petit peu d'argent tous les mois grâce au cash flow positif. Donc c'est peut-être quelque chose qui je sais pas, est-ce que tu pourrais expliquer un tout petit peu plus comment on peut obtenir justement un cash flow positif et puis pourquoi c'est important de regarder ça? Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir un cash flow positif ? Là, il faut faire le tableur Excel avec d'un côté les loyers hors charge, prendre un certain pourcentage de vacances locatives, bref, calculer les revenus au plus juste, et puis de l'autre, prendre l'intégralité des charges, que ce soit les remboursements d'emprunt, les frais d'entretien, les frais de copropriété s'il y en a une, sachant que sur un immeuble il y en a pas, les frais d'assurance, en fait tous les frais possibles et imaginables. On pourrait éventuellement en faire la liste après, et puis de voir tout simplement si on est en positif. Donc ça c'est vraiment les critères. Alors après, comment trouver des biens en cash flow positif ? Ouais. Là il y a un certain nombre de paramètres. Tout simplement il faut aller en province, parce que à Paris, en Île-de-France, c'est pas la peine. D'accord. Il vaut mieux aller sur un immeuble, parce que quand vous achetez plusieurs lots, vous avez un prix de gros. C'est comme la lessive, de acheter le 3e offert. Alors c'est pas non plus dans ces proportions, mais il y a quand même un prix de gros. Et puis aller dans l'ancien, éventuellement sur des biens avec quelques travaux, tout simplement parce que il y a toujours une petite décote. D'accord, mais les critères que tu dis, je les conçois tout à fait. Néanmoins, ça fait peut-être un peu peur pour une personne de se dire, par exemple, si j'habite à Paris, je vais aller investir en province. Comment faire ? Est-ce que c'est pas rédhibitoire ? Je vais acheter un immeuble plutôt qu'un appartement, ça veut dire que je vais avoir 2-3 fois plus de locataires, donc de problèmes potentiels. Comment toi tu gères ça ? Et puis les travaux, c'est pareil, c'est peut-être aussi une source de risque, de problèmes dans le démarrage de l'investissement. Donc c'est pas ces 3 points, et toi comment tu les as abordés, et puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer et qui aurait peur d'un investissement dans un immeuble de rapport ? Alors, il y a, comme tu l'as dit, la question de la province, l'immeuble et puis les travaux. Alors, sur la province, il y a 2 choses. D'un côté, il y a la recherche du bien, et puis après, il y a la gestion. Ouais, donc, tout à fait. Sur la recherche du bien, vu que c'était mon premier immeuble, que je me sentais pas forcément extrêmement sûr de moi-même, je préférais quand même avoir un avis extérieur, j'ai pris ce qu'on appelle un chasseur immobilier. Donc, un chasseur immobilier, qu'est-ce que c'est ? C'est un agent immobilier, sauf que il travaille pas pour le vendeur, il travaille pour l'acheteur. Donc, son travail, il scanne les annonces, il organise des visites, et puis quand il a trouvé quelque chose qui correspond à mes critères, il me le fait visiter. Okay. Donc ça permet à la fois de gagner du temps, d'avoir l'appui de quelqu'un avec une certaine expérience. Ouais, et connaissance du terrain. Qui connaît un petit peu le terrain, le marché.
Voilà, donc je pense que pour un premier investissement, en tout cas pour moi, ça a très très bien marché. Après, je sais que pour les suivants, comme j'ai acquis de l'expérience, de la confiance, que j'ai maintenant un artisan sur place, et pour plein de raisons, je sais que je n'y ferai plus appel, mais pour une première fois, vraiment, ça a été une très très bonne expérience. D'accord. Là encore, parce que je suis tombé sur quelqu'un de sérieux. Ouais, donc j'imagine que tu as aussi contacté plusieurs et que tu en as finalement choisi celui avec qui tu avais eu le meilleur feeling et celui qui était le plus réactif. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que on s'invite au téléphone quelqu'un, celui qui s'est lancé un peu par hasard dans la chasse immobilière, qui n'y connaît pas grand-chose en immeuble de rapport, et puis quelqu'un d'extrêmement, au contraire, quelqu'un d'extrêmement rigoureux, qui liste les critères, qui envoie une présélection de biens pour être sûr de pas taper à côté. Voilà, ça se sent vite. Hein. Ok. Et donc toi, tu investis dans le Nord, donc tu avais pré-choisi cette région en amont ou Alors, j'avais présélectionné un certain nombre de régions, pas trop loin de Paris, là encore, pour pouvoir y aller en quelques heures. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, éviter la Corse ou le Sud-Ouest. Et parmi ces régions, c'est là où j'ai trouvé le meilleur chasseur immobilier, parce que j'en avais trouvé 2 autres qui étaient là au sud de Paris, dans le centre, qui n'étaient pas super. Donc il se trouve que celui que j'ai trouvé qui était très bien était dans le nord, donc c'est comme ça que j'ai acheté là-bas. Ok, d'accord. Donc tu en as contacté plusieurs, tu as eu un bon feeling avec la personne qui était dans le Nord. C'est ça, voilà. Et concrètement, après, comment ça s'est passé entre le moment où tu l'as mandaté et puis le moment où tu as signé le compromis de vente ? Alors, il m'a d'abord envoyé une première sélection de biens pour être sûr qu'on soit bien d'accord sur les critères. Alors, ce qui est relativement simple, c'est que là, vu que c'était un achat d'immeuble de rapport, la cible c'était quand même la rentabilité, donc ça permettait quand même d'être sur des choses relativement objectives. C'est pas comme quelqu'un qui cherche sa résidence principale et qui confie ça à un chasseur immobilier, ça c'est toujours compliqué parce que ah oui, parce qu'il y a le côté émotionnel et le côté émotionnel, les coups de cœur, enfin. Exactement, ouais. Ok, d'accord. Voilà, mais là c'était quand même quelque chose de relativement simple, que ce soit pour lui ou pour moi. Donc il m'a envoyé une première sélection. Le critère de rendement, c'était quoi, juste par curiosité, que tu lui as mentionné ? Où on regarde à partir de 10% brut. D'accord, ok, excellent. Et sachant que ce que je recherche est plutôt au-delà de 11% brut, de manière à avoir à peu près de 9% net. D'accord. Mais sachant qu'il y a toujours une marge de négociation, que parfois les annonces sont pas toujours bien présentées et que la rentabilité peut être un peu meilleure, que ça mérite quand même de regarder à partir de 10%. Ok, ouais. Et donc une première sélection qui t'a envoyé. Première sélection, après il a commencé à visiter quelques immeubles, il m'en a fait visiter quelques-uns. En tout, lui, il a dû en visiter peut-être une vingtaine. Moi, j'ai dû en visiter 5 ou 6. Je suis venu peut-être 3 fois ou 4 fois. Et puis après, on est tombé sur le bon. Ouais. D'accord, ok. Et donc, ça a pris combien de temps entre le moment où tu l'as contacté et le moment où tu as signé le compromis de vente ? 1 mois et demi, quelque chose comme ça, ou 2 mois. D'accord, ok. Et donc tout s'est fait, donc j'imagine par mail, par téléphone, majoritairement, et puis après les visites sur place en physique, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Et juste par curiosité, la rémunération de ce chasseur, comment s'est-elle passée ? Alors, il prend une commission, qui dépend du prix, plus le bien est gros et plus la commission est petite. Ouais. D'accord. En général, c'est un petit peu comme un agent immobilier, c'est un petit peu moins, autour de 3%. Après, parfois, il peut s'arranger et négocier. Ah oui, c'est moins quand même. C'est un peu moins, oui. Après, même un agent immobilier, quand c'est sur un immeuble, souvent, il prend pas forcément un pourcentage énorme. Ouais. Et après, le chasseur peut s'arranger avec l'agent immobilier du vendeur pour parfois, c'est un petit peu de négocier, partager la commission. Alors, ça marche pas toujours. Parce que forcément l'agent immobilier du vendeur n'a pas forcément envie de réduire sa rémunération, il y a pas de raison. C'est clair. Mais parfois ça marche un peu à la marge. Ok. Et donc alors du coup avec ce bien tu l'as acquis, il y avait déjà des locataires en place, il y avait pas de travaux à faire, tu as pu commencer à encaisser les loyers dès le départ. Oui, alors les 5 lots étaient déjà loués, ça c'est un point important pour moi qui est tous les lots ou la plupart des lots qui soient alloués, tout simplement pour assurer la banque, parce que c'est important quand vous empruntez une somme assez importante, surtout quand vous n'êtes pas un professionnel de l'immobilier, de pouvoir lui dire voilà il y a ça qui tombe le mois prochain, c'est quelque chose de relativement sécurisé. Donc je pense que c'est important. Après quelqu'un avec davantage d'expérience qui sait faire des opérations de marchand de biens, de rénovation, etc. Là, bien sûr, il peut, entre guillemets, se risquer à acheter un bien qui ne serait pas du tout loué, s'il estime qu'il peut le louer facilement.
mais pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel, je pense que le plus simple c'est d'acheter un bien dont quasiment tous les lots sont loués. Ok, d'accord, ok. Donc alors, il n'y avait pas de travaux non plus à réaliser, donc j'imagine que... Pas de gros travaux, après Ok. un petit peu de rénovation, un peu de peinture, une canalisation à changer, voilà, mais pas une toiture à refaire entièrement. Ok, d'accord. Donc, j'imagine que ta fiscalité étant toujours ce qu'elle est, tu as dû... Enfin, est-ce que tu fais de la location en nu, en direct pour ce bien, ou alors est-ce que tu es parti sur un mode de gestion avec un véhicule spécifique J'ai investi via une SCI à l'IS, donc c'est-à-dire une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. D'accord. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que qui dit impôt sur les sociétés dit qu'on peut amortir le bien. C'est-à-dire que le bien s'amortit sur 20 ans, donc chaque année, il y a un 20e, enfin 20 à 30 ans selon les composants. Donc chaque année, il y a une certaine fraction du bien qui passe en charge d'amortissement. Ok. Donc ça réduit le bénéfice, le résultat net, le résultat imposable, quasiment à zéro. Quasiment à zéro. Donc ça veut dire... Et sur le peu qui reste, Ouais. la SCI paie un impôt sur les sociétés de 15%. Donc c'est relativement peu. Ok, d'accord. Ok. Plus précisément, elle paie un impôt de 15% jusqu'au premier 38 000 euros de bénéfice, et après 33% au-delà, le taux normal. D'accord. Et par exemple, là, dans le cas de ton immeuble, les bénéfices qui peuvent exister pour les premières années de détention, là, ça les va combien, juste pour avoir une idée? Là encore, le bénéfice au sens cash flow ou bénéfice au sens fiscal? Parce que, comme je te disais, au sens fiscal, c'est très peu. Je sais que l'impôt sur les sociétés que j'ai payé, c'était à 2 chiffres, donc moins de 100 euros. Ah oui, d'accord. Donc si c'était moins de 100 euros, ça voulait dire que le bénéfice au sens fiscal, c'était quelques centaines d'euros, mais vraiment pas grand-chose. Ok, ok. Alors, c'était un peu particulier parce que les 2 premières années, vous savez, il y a pas mal de frais qui s'amortissent, les frais de notaire, etc. Ouais. Donc ça fausse un peu le calcul. D'accord. Mais l'idée est toujours la même. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, l'argent potentiel, justement, de trésorerie excédentaire qui peut être dégagé par le bien, comment ça se passe au niveau de la SCI ADS? Il se matérialise comment? Il se matérialise sur le compte en banque, D'accord. sous forme de trésorerie. Voilà. Et après, concrètement, à quoi ça sert? Bah, ça me servira comme apport et comme garantie vis-à-vis de la banque pour le prochain achat. D'accord. Ok. Voilà. Et juste, je sais qu'il existe modèle de SCI à l'impôt sur le revenu. Oui. Quelle est la différence et quel est l'arbitrage que tu as fait entre ces deux modèles? À l'impôt sur le revenu, en fait, on ne peut pas amortir le bien, à ma connaissance. D'accord. Donc, ça veut dire que le bénéfice imposable est relativement important. Donc, on se retrouve à payer des impôts alors qu'on n'a pas forcément la trésorerie en caisse. D'accord, ok. Alors, juste une précision. Oui. Il y a également une autre façon d'amortir le prix du bien, c'est d'acheter en direct, c'est-à-dire sans SCI, et sous le statut de LMNP, donc loueur en meublé non professionnel. Sauf que pour moi, ça marchait pas parce que c'était des locations nues. C'est-à-dire que quand vous achetez un immeuble de rapport, ouais, déjà loué surtout. C'est déjà loué, donc on choisit pas la façon dont c'est loué. Et en l'occurrence, c'était du nu. D'accord, ok. Non, d'accord, c'est une bonne stratégie, effectivement. Alors du coup, juste pour toi, le marché dans le nord de la France, là, t'es situé où exactement? Dans une ville, dans une grande ville, dans une ville Alors, c'est plus petite? C'est une petite ville, mais en grande banlieue de Lille. Ok. Donc c'est relativement bien desservi en transport. Enfin, quand on y est allé, c'était plus compliqué de se garer qu'à Paris. Ok. Donc petite ville, mais j'ai été quand même agréablement surpris que ce soit par la démographie qui est en croissance, puisque c'est dans la grande banlieue, c'est bien desservi par les trains. Bien entendu, j'ai entre guillemets fait mes devoirs, c'est-à-dire que j'ai analysé la démographie en allant sur le site de l'INSEE, ouais. l'état des transports, en regardant un petit peu quelles sont les liaisons. Donc là-dessus, j'ai vu qu'il y avait pas de problème. Il y a plus de 30 et quelques liaisons pour Lille par jour. Donc voilà, je me dis que c'est certes excentré et vraiment en grande banlieue, mais de notre côté, c'est en grande banlieue d'une ville dynamique, la croissance démographique est positive, donc ça me paraît une bonne ville. D'accord, et donc j'imagine que tu envisages de continuer des acquisitions
et peut-être dans cette région-là? Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, parce que maintenant, j'ai commencé à m'y faire un petit réseau d'artisans. J'ai Ouais. quelqu'un qui gère l'immeuble, puisque pour la gestion, alors les premiers mois, je suis passé par une agence, et puis j'ai vu ensuite que ça revenait cher pour pas et que je pouvais avoir pour beaucoup moins cher en faisant appel directement à quelqu'un. Donc maintenant que j'ai un petit réseau, je compte continuer bien sûr à aller au même endroit, puis ça permet d'optimiser les déplacements. Donc toujours dans le nord. Ouais, alors c'est intéressant, tu dis t'as trouvé quelqu'un pour t'en occuper, c'est-à-dire, c'est quel type de personne et quel type de contrat que tu as mis en place? Alors, tout simplement, j'ai passé une petite annonce sur un site de service à la personne. Il y a tout un tas de sites comme ça. La personne que j'ai trouvée, c'est un ancien artisan à la retraite qui fait ça pour compléter ses revenus. Donc, il s'occupe à la fois du petit entretien. Vous savez, il y a toujours un petit truc électrique à changer. Au pire, il peut y avoir un dégât Ouais, des tout à eaux. fait. Ça Ouais. m'est arrivé qu'une fois, fort heureusement. Donc là, les petites réparations. Et puis de notre côté, les états des lieux, d'entrée, de sortie. Voilà, il s'occupe de tout ce qui ne peut pas être géré à distance. Et puis moi, je m'occupe de l'administratif, du financier. Et ça peut se faire à distance. Donc sur la façon dont je le paie, c'est tout simplement en CESU, chaque emploi-service. D'accord, ok. Ah, ok. Alors là, c'est pas forcément l'idéal parce que il se trouve que c'est moi qui le paie personnellement, alors que ça pourrait être Ok. la société. Ouais. Donc il va falloir que je trouve une solution et que je le mette en en TZ, titre emploi service entreprise. Voilà, il faut que je finisse de creuser, mais ça me paraît la bonne solution. Ok, mais cette personne-là, du coup, à part s'occuper de ton immeuble, qu'est-ce qu'elle fait de son temps à côté de t'aider? Parce que j'imagine que toi, tu lui donnes du travail, mais de façon très très ponctuelle. Mais comme je te disais, c'est un artisan à la retraite, donc donc je pense qu'il profite de sa retraite. Ok, il se fait d'un petit peu d'argent complémentaire. C'est ça. Il m'a dit qu'il avait d'autres chantiers, mais voilà, j'en sais pas plus. En tout cas, il est très disponible. Ok, non, c'est une très bonne pour information. C'est quel genre de site pour rechercher des personnes, des sites, enfin des personnes qui peuvent t'aider comme ça? Alors il y en a. Toi, c'était sur. Il y en a plusieurs. Je saurais pas te dire sur lequel j'ai trouvé, mais il y a. Alors il y avait Star of Service, il y a Senior à votre service. Ok, d'accord. Attends, je suis en train de chercher. Bah, sinon, tu nous les communiqueras après, puis je les mettrai dans les notes de l'épisode pour les gens, pour qu'ils puissent y accéder. Ok, c'est une bonne ressource. Bon, parfait. Bah, écoute, on va pouvoir passer à la dernière section du podcast. Oui, peut-être Oui. juste ajouter juste une chose. Il y a une question à laquelle j'ai pas répondu au début parce qu'on est passé sur autre chose. Dis-moi. Tu disais que beaucoup de gens cherchent à investir pour la plus-value. Oui. Et tu m'avais demandé pourquoi est-ce que pour toi c'est important le cash flow. Il me semble qu'il y a un peu deux façons d'investir, c'est-à-dire que si on cherche à acheter un seul bien, ça peut être tout à fait jouable de jouer la plus-value, c'est-à-dire d'avoir un bien qui n'est pas forcément très rentable, qui coûte de l'argent chaque mois, mais au bout de 10 ans, etc., on peut tout à fait avoir une plus-value, et les rendements... Qui coûte de l'argent, ce que souvent les vendeurs de biens disent un effort d'épargne. C'est ça, effort d'épargne pour être politiquement correct, et moi, je préfère dire que ça coûte de l'argent chaque mois. C'est sûr. Mais au bout de 10 ans, on peut tout à fait s'y retrouver avec la plus-value. Simplement, donc cette approche, elle est très bien. Simplement, comme un bien comme ça vous coûte de l'argent chaque mois, eh ben, si vous allez voir votre banquier si tu vas voir ton banquier pour aller investir dans un autre bien, il verra que tes revenus ont baissé par rapport à avant. Il verra que tu as une charge chaque mois, donc au bout d'un moment, ça finira par bloquer, à moins d'avoir des revenus extrêmement élevés. Donc c'est pour ça que l'approche cash flow me paraît intéressante, parce que à chaque fois, les revenus sont en hausse à chaque bien qu'on achète. Donc c'est comme ça qu'on peut continuer à investir. Ouais, ok, d'accord, ok, ouais, tout à fait. C'est vrai, effectivement, la stratégie que moi aussi je préfère et que je recommanderais. Bon, de toute façon, la base, c'est essayer au maximum d'avoir un cash flow négatif, positif, neutre ou positif au maximum, quoi. Donc, ok, on va passer à la dernière section. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Donc, Arnaud, je vais te poser 4 petites questions, comme à tous les invités du podcast. Donc, la première est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ?
Alors, c'est pas pour faire ma pub, mais j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Mon premier achat immobilier, justement pour retracer mon expérience sur mes deux premiers biens immobiliers, donc l'achat, le premier appartement et puis l'immeuble de rapport. Donc voilà, j'y présente un petit peu mon histoire, ce que j'ai fait, pourquoi il me semble que la stratégie de l'immeuble de rapport, c'est ce qui me paraît le plus approprié pour constituer un patrimoine d'une certaine importance. Et puis je partage également quelques outils Excel pour calculer la rentabilité, bref, quelques outils perso que j'utilise. Ok, excellent. On mettra un lien justement vers ce livre dans les notes. Je l'ai lu et effectivement, il est assez limpide et droit au but. Comme tu dis, là dans ce livre, t'essayes pas de montrer toute la panoplie des stratégies existantes, mais tu expliques quelle est ta stratégie et pourquoi tu penses qu'elle est appropriée pour un bon nombre de personnes. Donc ouais, effectivement, c'est un bon premier livre pour sensibiliser à l'investissement immobilier et comprendre justement les cash flows positifs, etc., quoi. Donc c'est mon premier achat immobilier. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Ok. Et après, comme autre livre, Ouais. je pense par exemple à Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, qui est vraiment Excellent. intéressant. Il explique vraiment les notions d'actifs, de passifs, et je pense que c'est vraiment une bonne base. C'est pas centré exclusivement sur l'immobilier, mais ça permet de comprendre des notions financières de base. Ouais, effectivement, il est très plutôt ouverture d'esprit sur le côté business et développer un patrimoine. Effectivement, les notions, comme tu dis, de actifs, passifs, et comprendre un peu la comptabilité, l'investissement, l'économie en général, c'est aussi quelque chose qu'il faut appréhender quand on fait de l'investissement immobilier, parce que ce sont les clés du système. C'est pas uniquement acheter un bien et gérer un locataire, l'investissement immobilier. Oui, c'est ça. Un immeuble, c'est finalement comme une petite entreprise avec des revenus, des charges. Donc c'est important de connaître ces notions. Ouais, effectivement, ouais. Alors, deuxième question. On dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Toi, est-ce qu'il y a une erreur qui t'a appris beaucoup de choses et puis que t'aimerais partager avec l'audience pour surtout à ne pas faire? Alors, erreur majeure, je pense pas en avoir faite. Comme petite erreur sur l'immeuble en question, il y a j'ai eu un petit peu plus de travaux que prévu parce qu'il y avait 2-3 petites choses, des tuyaux à la cave, etc. Que je n'avais pas forcément suffisamment vérifié. J'aurais peut-être dû faire passer un artisan, peut-être en plus du chasseur immobilier. D'accord. Donc j'ai eu un peu plus de travaux que prévu. Parce que toi, c'est le chasseur immobilier qui a évalué un petit peu le potentiel de travaux qu'il y avait à faire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est quand même D'accord. agent immobilier, donc il s'y connaît sans être forcément spécialiste de l'électricité ou de la plomberie. Donc bien sûr, il a visité avec moi le bien de la cave jusqu'au toit. D'accord. Ah, effectivement, c'est une bonne aide aussi sur cet aspect-là, quoi. Ah oui, il faut qu'il serve à ça. Il faut bien qu'il justifie sa commission. Non, c'est vraiment, je pense, l'un des points les plus importants, c'est vraiment les diligences. J'allais dire les diligences d'audit qui sont le terme quand on achète une entreprise, mais simplement les diligences qu'on doit faire, toutes les vérifications qu'on doit faire quand on achète un immeuble. Et ça, c'est vraiment très important pour éviter les mauvaises surprises. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont pas hésiter à vous refiler quelque chose dans un état lamentable. Donc moi, ça n'a pas été mon cas, mais voilà, j'ai eu quelques toutes petites surprises sur de la tuyauterie, mais rien de bien méchant. D'accord. Ouais, bah effectivement, moi, quand j'ai fait les travaux dans un des biens qu'on a acquis, je me suis dès le départ pris une marge de 15% à rajouter dans le budget parce que je me suis dit, il arrive toujours quelque chose au niveau des travaux que t'as pas prévu. Donc, et c'est aussi peut-être une erreur en général qu'on fait quand on est débutant sur sous-estimer parfois certains postes, certains chiffres. Il faut essayer d'être le plus conservateur possible, je pense, pour avoir des bonnes surprises plutôt que l'inverse, quoi. Oui, c'est sûr. Tout simplement déjà faire des devis, parce qu'à partir du moment où on en est au stade du devis, l'artisan ne va pas aller minorer le prix. Au contraire, on en a certains qui gonflent un peu les prix. Donc je pense que déjà ça permet de se remettre les idées en place. Ouais, effectivement. Ouais. Donc, troisième question, plus personnelle, à part l'immobilier, quels sont tes loisirs? Mes loisirs, alors je fais beaucoup de danse sportive, c'est-à-dire la version sportive, la version compétition de la danse de salon. Je sais pas si t'as regardé Danse avec les stars, c'est un petit peu J'ai déjà regardé, ouais. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est danse
multiples et variés, que ça soit du rock, du tango. Exactement, il y a 10 danses, il y a le rock, la valse, la rumba, la samba, le cha-cha-cha, valse viennoise, quick-step, exactement. Voilà, déjà que une danse à maîtriser, ça doit être pas facile. Personnellement, je suis un peu mauvais, mais 10 danses à un niveau sportif. Oui, alors après, il y a des points communs, mais heureusement que la technique, il y a des points communs de technique qui peuvent s'appliquer partout, donc on redécouvre pas tout à chaque fois, mais c'est vrai que c'est un peu de travail. Ok, c'est excellent. Et pour finir, la dernière question, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou d'une personne qui commencera jamais ? C'est une question pas évidente parce que ça, je pense que ça a beaucoup trait à la psychologie des gens. Ouais. Je vois beaucoup de gens qui parlent, qui se documentent, qui vont lire des livres et des sites internet et puis qui ne vont jamais passer à l'action. Notamment, je vois beaucoup de gens qui achètent mon livre, qui me contactent ensuite pour avoir les documents et puis ensuite, j'imagine, il y en a beaucoup dont j'ai pas de nouvelles et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui ne passent pas forcément à l'action, en tout cas des gens qui ensuite me disent tiens j'ai fait ça, j'ai investi, j'en ai vraiment assez peu. Donc je pense que c'est vraiment une question de caractère. Il y a des gens qui vont vraiment passer comme ça à l'action rapidement et puis d'autres qui vont pas forcément oser parce que c'est aussi un certain confort d'accumuler de l'information. Ouais. Donc qui vont rester pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années comme ça sans trop se bouger, mais je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Donc ça, c'est pour les gens qui ne vont pas forcément, entre guillemets, se bouger. Après, pour les gens qui vont échouer, là, entre guillemets, je m'inquiéterais moins parce que pour échouer, je dirais qu'il faudrait vraiment le vouloir, c'est-à-dire vraiment faire une erreur majeure qui pourrait être soit d'investir en défiscalisation les yeux fermés dans un coin vraiment pourri, ou alors d'aller acheter un bien qui serait vraiment dans un état catastrophique, d'avoir un budget travaux qui explose, mais à moins de vraiment faire preuve entre guillemets de paresse, c'est-à-dire de pas faire un peu le travail de base de vérification. Donc là c'est l'inverse quoi, c'est pas chercher du tout d'informations et se lancer en étant totalement ignorant. C'est ça, voilà, trop faire confiance, se lancer trop vite, mais je pense que ce genre de cas, on trouve toujours dans la presse des histoires un peu sombres de gens qui ont acheté, qui se sont vraiment fait avoir, qui n'arrivent pas à revendre. Bon, déjà je pense que c'est quand même pas la majorité des... Ouais, c'est rare, effectivement. Ouais, je te rejoins sur ce point-là, ouais. Et sans vouloir critiquer ces gens, peut-être qu'ils n'ont pas fait toutes les vérifications qu'ils auraient pu faire. Ouais, tout à fait. Non, ouais, je pense que c'est assez rare finalement. C'est comme cas, quoi. D'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ton partage d'expérience, pour nous avoir raconté ton histoire. Écoute, avec plaisir. Et puis on va mettre en ligne les différents liens, les recommandations, les sites internet et les livres dont tu as parlé. Et puis juste avant de finir, bah voilà le livre que tu as rédigé, que tu as écrit, Mon premier achat immobilier. C'est un très bon livre à lire pour une première expérience dans l'investissement immobilier. Donc merci beaucoup Arnaud. Bah merci à toi. Et puis écoute, à très bientôt. À très bientôt alors. Salut, à bientôt. Voilà, merci d'avoir partagé ces 40 minutes avec nous. J'espère que vous avez pris du plaisir, comme on en a pris. Vous le savez, cette émission est indépendante et je suis extrêmement fier de pouvoir vous offrir cela. L'objectif, bien évidemment, est d'avoir une audience de plus en plus grande et de plus en plus large et de pouvoir démocratiser l'investissement IMO au plus grand nombre. Mais malheureusement, je n'y arriverai pas tout seul et j'ai donc besoin de vous. Cela demande juste 1 minute de votre temps. Je sais que c'est déjà beaucoup parce que vous devez avoir un emploi du temps bien chargé, mais cela est vraiment très important pour moi et cela a vraiment un très grand impact. En fait, il s'agit de publier un petit avis sur iTunes, qui est la plateforme utilisée pour diffuser ce podcast. Il suffit de mettre un petit commentaire et de mettre une note entre 1 et 5 étoiles. Bon, bien sûr, 5 étoiles, c'est mieux pour moi, mais soyez honnête. Si vous n'avez pas d'ordinateur sous la main en ce moment même, pensez-y quand vous ferez votre prochaine recherche sur Le Bon Coin par exemple. Et encore une fois, merci par avance. On se quitte là-dessus, à très bientôt, ciao. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com.
votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.